Bien, merci de me donner cette occasion donc de discuter avec vous. Bravo au parti et au mouvement donc, que vous représentez, puisque je vois que Nadine est là, Nadine Errati est là, et donc c'est la deuxième fois que l'occasion m'est donnée donc, dans ce cadre-là, enfin, c'est-à-dire avec les Verts, de parler de ces sujets. Je trouve que c'est très important donc. Qu'un parti situé à la gauche, donc effectivement, s'empare de ces questions. Alors, bon, c'est quand même un peu un tour de force, ce que vous me demandez en 10 minutes, donc de vous parler d'un sujet complexe d'une part, qui est d'autre part l'un de mes domaines de recherche, puisque comme historienne, je travaille donc sur les questions de fascisme et d'antisémitisme, et que j'enseigne dans un certain nombre de cadres. Alors, ça a été rappelé, notamment un diplôme universitaire que nous avons créé à l'Université Paris 8, qui est l'université où j'enseigne, et par lequel d'ailleurs est passé Jonas Pardo l'année dernière, qui était l'un de nos stagiaires, donc, puisque nous cherchons à former des formateurs, justement. Euh, et donc, nous recevons des responsables associatifs, beaucoup d'enseignants, des responsables des RH également, qui veulent se former sur ces sujets. Alors, par ailleurs, je préside une association que j'ai créée il y a quelques années parce que j'étais un petit peu désabusée, pour ne pas dire désespérée, par l'inertie des institutions et la difficulté à faire bouger les lignes justement sur un plan politique. Et cette association s'appelle Alarmée, qui veut dire Association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, nous sommes tout à fait preneurs de collaboration, et je vous signale qu'on publie une revue gratuite et en ligne qui s'appelle Revue à l'armée, où vous trouverez énormément de choses justement sur ces sujets, aussi bien pour un public spécialisé que pour un grand public. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le très beau film de Bellocchio, L'Enlèvement. J'ai fait une critique récemment du film que vous pourrez lire sur la revue, mais à part ça, il y a des définitions, il y a des documents qu'on peut utiliser devant des classes quand on est enseignant. Il y a énormément de choses. Alors, que dire en 10 minutes de l'antisémitisme? D'abord, c'est la plus ancienne des hostilités identitaires, et l'antisémitisme a probablement été la matrice d'autres hostilités identitaires, et c'est important de le savoir, et le savoir peut nous aider à le combattre, car ça c'est la deuxième idée force, je crois. L'antisémitisme est une forme de racisme spécifique. Et donc, on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme sans lutter contre les racistes. Ça, je crois que c'est un postulat très important d'un point de vue politique, d'un point de vue scientifique également, car il y a aujourd'hui une forme de concurrence des mémoires et de concurrence des victimes qui est un élément du problème. Mais l'antisémitisme n'est pas soluble dans le racisme de manière générale. Il y a des singularités, et c'est pourquoi il importe justement de traiter le problème à certains moments séparément. En particulier parce que on a tendance à considérer que racisme égale discrimination. Or, pour ce qui est de l'antisémitisme, les choses sont un peu plus compliquées que cela, parce que dans nos sociétés, autant au XIXe siècle en Russie et a fortiori dans les époques précédentes, lorsque les Juifs vivaient dans des ghettos, l'antisémitisme se traduisait par des discriminations, mais aujourd'hui, l'antisémitisme continue à exister sans qu'il y ait des discriminations, mais il est véhiculé par des préjugés et par des formes d'hostilité. Donc, la plus ancienne des hostilités identitaires, un racisme mais spécifique, et il faut pouvoir à la fois en parler en même temps que l'on considère les autres formes de racisme et insister sur ces spécificités. Alors, la troisième idée force,
à laquelle je crois beaucoup. Et moi, j'ai besoin des politiques pour m'appuyer dans ma démarche et dans notre démarche, parce qu'on est plusieurs à porter ce combat-là. Eh bien, c'est que on a beaucoup misé sur la mémoire pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, en se disant on emmène les enfants à Auschwitz ou les jeunes ou dans des camps et ça va déclencher une prise de conscience ou sur une forme de morale, mais on voit aujourd'hui les limites de ce type de stratégie. Et donc, je crois beaucoup au travail de l'intelligence, à la déconstruction, à l'analyse donc des préjugés et en particulier au travail de l'histoire, hein. Je pense qu'en historicisant ces préjugés, les stéréotypes, les hostilités identitaires et l'antisémitisme en particulier, eh bien, on peut efficacement donc montrer comment les choses se sont mises en place, comment elles se sont construites et aider à les déconstruire, hein. C'est vraiment le postulat. Alors, une fois que j'ai dit ça, si je veux vous faire un résumé de plusieurs siècles dans les 5 minutes qui me restent, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, d'abord, que la matrice de l'antisémitisme est d'essence religieuse, hein. Tout apparaît avec l'apparition après le judaïsme, qui était la première religion monothéiste, d'un deuxième monothéisme qui est le christianisme, et les premières formes de discours négatifs à l'égard des Juifs passent par un certain nombre d'accusations théologiques très tôt, hein, à mesure que le christianisme s'installe en Occident à partir du Moyen Âge. Alors, on pourra peut-être en reparler brièvement. Vous entendrez dire certainement, oui, l'antisémitisme religieux, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antijudaïsme. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je n'ai pas le temps de développer, mais plus ça va, plus les historiens s'accordent sur le fait de reconnaître qu'il y a déjà, que c'est déjà de l'antisémitisme, hein, et qu'il y a même déjà certaines formes d'antisémitisme racialisant, hein, qui apparaît. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je pourrais vous donner des références si ça vous intéresse. Alors, dès l'Antiquité, mais plus exactement à partir du Moyen Âge, se diffusent ces stéréotypes négatifs à l'égard des Juifs, et à mesure que l'Église devient une institution puissante qui règne sur l'Occident, avec l'appui d'un certain nombre de pouvoirs politiques, eh bien, ces idées négatives, c'est-à-dire la thèse en particulier des Juifs comme étant le peuple déicide responsable de la mort du Christ, et le deuxième thème, c'est celui de l'aveuglement de la synagogue qui n'a pas su voir l'avènement du Messie. Donc ces thèmes-là se diffusent, s'installent. Les Juifs deviennent assez rapidement des parias. Dès le Concile de Latran, c'est-à-dire dès 1215, ils doivent porter des signes distinctifs. Et à l'époque moderne, dans le contexte de la contre-réforme, eh bien, ils doivent vivre dans des quartiers séparés que l'on va appeler les ghettos, hein, un peu partout, donc en Europe, dans les États de la papauté, un peu partout en Europe. Alors, la matrice, elle est là, il n'y a aucun doute, et on peut montrer thème par thème comment les choses vont être ensuite perpétuées, recyclées. Il y avait un grand historien qui s'appelait Jules Isaac, dont vous connaissez peut-être le nom parce qu'il a été l'auteur avec Albert Mallet de manuels d'histoire qui ont formé des générations de jeunes collégiens. C'était encore le cas pour la génération de mes parents et a fortiori des grands-parents. Et Jules Isaac, qui a perdu pendant la Shoah sa femme et sa fille, a beaucoup réfléchi sur ces sujets et il n'avait pas de doute sur le fait que c'était cette matrice-là, ce qu'il appelait l'enseignement du mépris, qui avait installé au sein des sociétés occidentales, donc ces stéréotypes négatifs à l'égard des Juifs. Alors, c'est important de le rappeler cela, parce qu'aujourd'hui, vous en parlerez tout à l'heure peut-être avec, enfin certainement avec Vincent Lemire,
bon, il y a un antisémitisme aussi à matrice arabo-musulmane, hein, mais je crois que c'est important de ne pas être dans le déni sur la matrice justement chrétienne de certaines formes d'antisémitisme. Alors, cet antisémitisme à matrice chrétienne, il s'est sécularisé, et je vais terminer dans les 3 minutes qui me restent là-dessus, il s'est sécularisé dans le contexte de la Révolution française, où, parce que les Juifs ont été émancipés partout où sont passées les armées révolutionnaires, eh bien, on a considéré qu'ils étaient responsables eux-mêmes de la Révolution. Et c'est à ce moment-là, dans le contexte de la Révolution, qu'est apparue une forme d'antisémitisme politique qui va ensuite connaître différents avatars avec l'idée que les Juifs tirent les ficelles de la vie politique, ont provoqué d'abord la révolution de 1789, provoqueront en Russie celle de 1917 parce que les bolcheviks vont aussi émanciper les Juifs, etc., etc. Donc, antisémitisme politique, comme les Juifs bénéficient de l'émancipation, eh bien, ils vont pouvoir, et que c'est une population qui a entretenu un rapport privilégié avec le livre, avec l'étude, eh bien, certains Juifs, mais c'est une infime minorité, vont s'élever dans la société en pratiquant la finance. Je pense à certaines familles telles que les Rothschild, et donc, c'est aussi au XIXe siècle que va s'installer, mais en se greffant sur des stéréotypes plus anciens en rapport avec l'argent qui étaient apparus dès le Moyen Âge, ce qu'on va appeler l'antisémitisme social, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle les Juifs ont un rapport privilégié avec l'argent et dominent le monde. J'avais de très belles images que j'aurais pu vous montrer dans mon PowerPoint et qui sont très explicites de ce point de vue-là. Enfin, c'est toujours au XIXe siècle que se met en place certaines formes d'antisémitisme racial à une époque où l'on pense le monde en fonction d'un paramètre qui est celui de la race, hein, c'est ce qu'on appelle le racisme biologique. Donc, et ce qui se passe à partir du 19e siècle, c'est que ces différentes formes d'antisémitisme, y compris avec la matrice religieuse, fusionnent et sont portés par des gens comme Drummond, dont vous avez peut-être entendu parler, Édouard Drummond, qui était le pape, pour ainsi dire, de l'antisémitisme au XIXe siècle. Mais on va trouver aussi certaines formes d'antisémitisme social à gauche, par exemple chez Proudhon, chez Toussenel, chez des auteurs donc qui perpétuent ces stéréotypes en rapport avec l'argent. Alors, moi, j'ai appelé ces représentations, et je vais m'arrêter, je les ai appelées des antisémites avec un Y, parce que ce sont des mythes. Ce sont des mythes, ces préjugés relatifs donc aux Juifs, qui vont être, lors de certains contextes bien particuliers, recyclés, réutilisés, reproposés, et c'est le cas avec le conflit israélo-palestinien, hein, et ça s'est vu très récemment, où, alors il y avait un texte intéressant de Birnbaum dans Le Monde, où il analysait le mot camper qu'a employé Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il a tweeté à propos de la présidente de l'Assemblée nationale, en disant qu'elle campait à Tel Aviv pendant que les Français, enfin je ne sais plus quelle était exactement la teneur, bon, il montrait que c'était un mot de la langue des antisémites, hein. Donc, et c'est réapparu aussi, me semble-t-il, face à l'espèce de, comment dirais-je, d'aveuglement qu'il y a eu, enfin en tout cas d'incompréhension sur la nature singulière. Et je sais gré à Vincent Lemire dans la Tribune du Monde qu'il avait publié de l'avoir très bien dit, sur la nature absolument singulière de ce qu'a été, de ce qu'ont été ces événements du 7 octobre. Or, il y a eu quand même, je trouve, une incompréhension, une volonté de ne rien savoir de cette singularité à travers le modus operandi qu'a été celui du Hamas. Hein. Alors certains ont parlé de pogrom, bon, il peut y avoir débat après sur les termes, mais là, on est dans quelque chose qui n'est pas la énième péripétie
du conflit israélo-palestinien, mais qui, par le modus operandi, est quelque chose, encore une fois, de tout à fait spécifique. Et ce qui est apparu à ce moment-là, c'est que les Juifs étaient peut-être des victimes, mais des victimes coupables, hein, des victimes coupables, autrement dit des fausses victimes. Et le thème de la fausse victime, c'est un thème qui parcourt toute l'histoire de l'antisémitisme, hein, jusqu'à l'époque la plus contemporaine, y compris quand on était en train de perpétrer la Shoah, hein. J'aurais pu vous montrer des images à ce sujet. Voilà, donc ce qu'il faut retenir au fond, c'est que l'histoire de l'antisémitisme est celle d'un perpétuel recyclage, hein, de thèmes en fonction des contextes, d'une instrumentalisation par des acteurs qui ont pu être des acteurs différents à des moments différents de l'histoire. Alors, dire les choses comme ça peut être une espèce de profession de foi, de pessimisme, ce qui n'est pas mon cas, hein, puisque je pense cependant qu'on peut combattre les préjugés, et pour l'avoir expérimenté souvent auprès d'étudiants, de lycéens, j'en ai la certitude. Voilà, pardonnez-moi, j'ai évidemment été un petit peu longue, mais c'était difficile je crois, d'être plus concis sur un sujet si complexe. Merci Marianne, c'était parfait. Il était impossible de faire plus court que ça sur un sujet aussi important. Merci surtout d'avoir accepté l'exercice. C'était important pour nous de commencer nos débats avec des échanges et de l'acculturation sur ce sujet. On va maintenant laisser la parole à Vincent Lemire. Donc Vincent, vous êtes historien. J'ai cru comprendre que vous aviez commencé vos travaux d'historien assez jeune sur la question de Jérusalem, et vous êtes par ailleurs aujourd'hui devenu une référence du débat sur le Proche-Orient. On vous laisse la parole aussi sur 10 minutes pour évidemment une mise en contexte politique et historique, mais aussi peut-être quelques éléments sur les suites et peut-être perspectives pour l'avenir au Proche-Orient. Merci Merci, Marianne. merci Marianne aussi. Alors en fait, quand j'ai commencé mes études, je travaillais sur le ghetto de Venise à l'époque médiévale et moderne, avant de travailler sur Jérusalem. Mais c'était un tout petit. Voilà. Alors le regard de l'historien, oui, je mesure hein, le point auquel je suis sollicité depuis un mois, et je dis pas que ce que je raconte est inintéressant, mais je mesure effectivement qu'on fait vraiment appel à l'histoire et à l'historien. Pour information, donc là, j'interviens devant vous. Je dois intervenir la semaine prochaine devant le SNESUP, devant le SNUIPP, donc le syndicat des professeurs des écoles. Ils sont vraiment, ça a été plusieurs demandes répétées parce que j'avais pas le temps, etc. Il y a effectivement cette bande dessinée sur Jérusalem, bon, donc, qui n'est pas une histoire du conflit, hein, mais quand même une espèce de contextualisation, qui est en ce moment traduite dans plein de langues, dont l'hébreu et l'arabe. Et voilà, donc il est évident que son succès, là, ces dernières semaines, est lié à ça aussi. Et puis, j'ai réalisé, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, un peu en express, un podcast avec Thomas Negaroff, historien pour France Inter. Et c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres d'écoute ont été absolument incroyables dès la première semaine, hein. Je crois qu'on avait 700 000 écoutes la première semaine, et en particulier dans le segment le plus jeune, parce qu'apparemment les gens à Radio France sont capables de savoir un petit peu qui écoute quoi. Et donc, bon, bah, ça, c'est plutôt, voilà, ça nous rend plutôt optimistes. C'est vrai que moi, ce que je ressens de façon un peu contre-intuitive, c'est un état du débat politique, on va dire, qui a plutôt tendance à se dégrader à mesure qu'on s'éloigne du 7 octobre, ce qui est un peu étrange. On aurait pu penser qu'en s'éloignant du traumatisme, ça se décanterait et que ça s'arrangerait. C'est plutôt le contraire. Mais à l'inverse, moi, dans les invitations que je reçois, dans les messages que je reçois, et c'est des messages par centaines, hein, je n'ai jamais traversé ça depuis 30 ans que je travaille sur la... Donc ça permet de mesurer aussi le choc, des centaines de messages de profs en particulier, de profs que je ne connais pas, hein, qui m'écrivent sur ma boîte mail pour me dire que, pour me remercier, pour m'encourager, qui me disent qu'ils se servent en fait de mes interventions sur l'histoire pour cadrer les débats avec leurs élèves. Donc voilà, tout ça c'est pour la question à quoi sert l'histoire, à quoi sert l'historien. Alors, il sert en particulier quand il y a effectivement un attentat. Un attentat, c'est toujours une atteinte portée au récit, en fait, au récit et à l'intelligibilité de l'événement. C'est ça un attentat, et ça produit effectivement un effet de sidération. On l'a vu dans plusieurs situations. Euh, alors, pour recoudre un récit, il faut d'abord réfléchir à savoir s'il y a des précédents. Effectivement, Marianne Matamonucci l'a dit, dès le 8 octobre, j'ai fait mon travail d'historien, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de précédent, il n'y en a pas.
Si par exemple on compare avec les massacres d'Hébron en août 1929, Hébron, c'est 70 civils qui sont tués. Le seul précédent, en fait, il est très très ancien. C'est 1099, c'est la prise de Jérusalem par les croisés. C'est un massacre d'à peu près 30 000 habitants de Jérusalem par les croisés, musulmans, juifs et chrétiens non catholiques, qui sont massacrés à l'arme blanche en plus, hein, donc ce qui est très très compliqué et très très long. Et c'est un massacre. C'est un massacre qui a des choses à voir avec celui qu'on a vécu. C'est un massacre qui n'a aucune justification opérationnelle. Je l'ai écrit aussi. Je veux dire, les assaillants du Hamas auraient pu, ils avaient pris 3 bases militaires, ils auraient pu se replier avec une soixantaine de soldats otages. Ils auraient laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde enfin, y compris beaucoup moins d'assaillants sur le cadre d'opération, et ils auraient eu un succès stratégique absolument incroyable, quoi. Donc il y a une autre décision qui a été prise, et la décision, ça a été de commettre un acte terroriste horrifique, et de le mettre en scène et de le filmer, de le montrer. C'est pour ça que je parle de 1099, c'est que ce qui est incroyable pour un historien, c'est que les massacres des croisés, par les croisés en 1099, ils sont en particulier racontés et détaillés et glorifiés par les croisés eux-mêmes. Hein. C'est assez rare, en fait, hein, des occasions où ce sont les massacreurs qui donnent le plus de détails sur la façon dont ils massacrent. Et ça veut dire, dans ces cas-là, qu'on est dans autre chose. On est dans un massacre expiatoire et purificatoire. Alors, d'autres précédents, on a très vite dit guerre de Kippour, parce qu'effectivement, c'était pile 50 ans après. Mais c'est bien pire, parce que c'était pas une guerre conventionnelle entre États, hein, c'était vraiment une atteinte aux civils en plein cœur du territoire israélien. On dit aujourd'hui risque de Nakba pour les Palestiniens, c'est tout à fait justifié, je vais en reparler. On dit pogrom, on dit parfois pogrom. Alors j'ai des amis israéliens, journalistes ou historiens qui se refusent à utiliser ce terme pogrom, que moi j'ai utilisé dans les premiers jours, hein, donc c'est pour vous dire aussi qu'on est parfois hésitant. Pogrom au sens strict, je vous le dis, hein, c'est juste pour. Après, vous pouvez très bien l'utiliser, mais encore une fois, je l'ai utilisé. Mais un pogrom, c'est vrai que c'est un massacre de civils protégés par une armée régulière. Le pogrom en Russie, par exemple, exactement. On laisse faire, une armée régulière laisse faire des massacres de civils. On n'est pas du tout dans ce cas-là, en fait. Pogrom, d'ailleurs, pour information, est utilisé assez souvent en Israël, dans le débat public et dans les médias. Il a été utilisé notamment ces derniers mois pour parler des habitants palestiniens de Ouara, en Cisjordanie, qui étaient tués par les colons placés sous protection de l'armée israélienne. Et là, mais vraiment dans la presse israélienne, et pas seulement d'extrême gauche, hein, vraiment dans la presse israélienne, et même de centre ou centre droit, on a parlé de pogrom parce que ça collait exactement avec ça. Voilà, je ferme la parenthèse si on est sur les. La question, évidemment, de la Shoah, elle est dans toutes les têtes, et parfois même dans les esprits, et parfois dans les termes qui sont employés. Alors là, encore une fois, il faut peut-être, moi c'est ce que j'ai fait dès le premier jour, il faut peut-être distinguer le ressenti des victimes et la qualification de ceux qui ont commis ces actes, en fait. On peut tout à fait, moi j'ai dit 11 septembre, j'ai dit Bataclan, j'ai dit tout ça pour parler en fait du choc et du traumatisme ressenti par les victimes, parce que le rôle de l'historien, c'est aussi de caler ce choc et ce traumatisme dans le temps et dans des points de comparaison. Mais j'ai tout de suite dit que ça ne disait rien de ceux qui ont commis ces actes. D'accord. Donc ça oblige à écrire une deuxième phrase derrière, mais ça ne dit rien parce que le Hamas, c'est pas Al-Qaïda, parce que je l'ai dit aussi plusieurs fois, le Hamas est beaucoup plus dangereux qu'Al-Qaïda, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus structuré. Alors, si on en est effectivement dans les précédents, parler de la Shoah. Alors, vous avez vu hein, les représentants d'Israël au Conseil de sécurité de l'ONU qui sont arrivés en réunion du CS-UN avec une étoile jaune, tous. Et ça a été extrêmement mal vécu en Israël en particulier. Le président de Yad Vashem, hein, du centre consacré à l'étude et à la mémoire de la Shoah en Israël, s'est insurgé très très fortement contre ce qu'il a appelé une instrumentalisation politique de la Shoah intolérable à ses yeux. Voilà, pourquoi est-ce que de mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue, il faut éviter ce parallèle avec la Shoah. Alors, on peut en parler pour le ressenti des victimes, hein, c'est ce que Eva Illouz a fait dans Le Monde à peu près à 15 jours après. Mais le problème, c'est que vu l'état du débat,
Une fois qu'on a sorti le mot, on a du mal à le remettre dans sa boîte et le canaliser, le contrôler. Moi, je ne l'utiliserai pas. Pourquoi? Et là, encore une fois, énormément d'amis israéliens sont sur ma ligne. Quand on dit Shoah, on dit donc que le Hamas sont des nazis. Et en fait, derrière, on a le ministre israélien du patrimoine qui dit il faudrait mettre une bombe nucléaire. Et on a Michel Boujna, j'en parle parce que ça a l'air de rien, mais Michel Boujna, il est extrêmement important dans la communauté juive, qui disait il y a 2 jours, sur Radio J, je crois, on ne s'est pas arrêté pour finir le travail à Dresde ou à Berlin, on ne s'est pas arrêté à Hiroshima. En fait, donc là, je parle aux partis politiques. Hein. Il faut faire très, très attention. J'ai pas, encore une fois, on peut parler d'un ressenti des victimes. Et j'ai pas, moi, je l'ai écrit il y a 2 jours. Je pardonne absolument tout à mes amis israéliens traumatisés et à mes amis palestiniens sous les bombes. Je ne pardonne rien ou pas grand-chose à ceux qui utilisent à tort et à travers des références depuis leur salon, enfin depuis là où on est, en gros, depuis là où on se parle ce soir. Quoi. Il faut vraiment distinguer les choses. Et il faut toujours distinguer voilà, le point de vue des victimes et des commanditaires. Moi, je pense qu'il faut faire très, très attention avec ce parallèle sur la Shoah. Alors, ceci étant, donc une fois qu'on a essayé de caler tout ça dans le temps, une fois qu'on a évidemment bien, qu'on n'a pas omis de souligner que c'est une opération terroriste, pas seulement, et à mon avis, il faut le faire non seulement d'un point de vue éthique et moral, mais également d'un point de vue de l'analyse politique. C'est là que l'erreur, à mon avis, l'erreur de la France insoumise à partir enfin, dès les premiers communiqués, est non seulement une erreur éthique et morale, mais également une erreur politique majeure. On ne peut rien comprendre à cet événement si on n'a pas compris que le Hamas a décidé, et on a maintenant un petit peu même des sources qui nous montrent qu'il y a eu des discussions en fait pour savoir si on s'en tenait à une opération militaire sur les bases militaires avec des morts et des otages militaires, ou si on organisait aussi une opération terroriste sur les civils. C'est une décision, d'accord? Donc si on ne comprend pas que c'est une opération terroriste, c'est quoi une opération terroriste? C'est qu'en faisant 1400 morts, on terrorise 9 millions d'habitants, d'accord? C'est ça en fait le terrorisme. C'est le Bataclan, 90 morts au Bataclan, 130 en tout, 60 millions de terrorisés. C'est ça hein, le terrorisme. Voilà, Et donc évidemment, on est là-dedans. Évidemment, on est là-dedans. Mais en même temps, on doit quand même caler ça un petit peu dans le temps plus long. Moi, je dis qu'on a basculé dans un nouvel acte du conflit israélo-palestinien. J'ai essayé, et je ne le dis pas à la légère, j'ai réfléchi, j'ai travaillé pendant 2 jours avant de le dire. Peut-être sans doute dans le 5e acte, qui, comme on le sait, dans la tragédie grecque, est l'acte du dénouement. Le premier acte, c'est à partir de fin 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est la jeunesse des projets nationaux concurrents. Hein, donc, voilà, on a des projets concurrents qui se mettent en place. Pour la petite histoire, d'ailleurs, en 1908, au moment de la révolution jeune turque à Jérusalem, on a des juifs, une délégation juive qui visite l'esplanade des mosquées et qui est accueillie à bras ouverts par les imams de l'esplanade des mosquées. Et le lendemain, ils se rendent au Saint-Sépulcre parce que c'est la révolution jeune turque, ils sont tous citoyens et ils se font casser la gueule par les moines, tous les moines d'ailleurs, arméniens, grecs et catholiques. C'est exactement ce que disait Marianne Nattar-Bonucci. L'antijudaïsme chrétien, l'antisémitisme chrétien, c'est bien la matrice, hein, elle est bien plus tardive, elle va très loin. Et en 1908, clairement, les antisémites à Jérusalem sont chrétiens. Voilà, c'est pas si loin, 1908. Le deuxième acte, c'est le mandat, hein, 1917-1947, c'est des affrontements sporadiques sous tutelle internationale. Tout de suite, hein, ce conflit est un conflit international. C'est pour ça qu'il faut absolument continuer de justifier les interventions internationales. Mais voilà, c'est des massacres sporadiques. Le plus important, c'est 1929, c'est 300 morts hein, de part et d'autre, en tout, 300 morts en tout. Et puis on a ce qu'on appelle en Palestine la première intifada. Hein, sachez qu'en Palestine, la première intifada dans la chronologie palestinienne, c'est 1936-1939. Là, on a quelques milliers de morts, mais on va dire que c'est une guérilla. Quoi. Le troisième acte, c'est 1947 jusqu'aux années 80. C'est ce qu'on appelait le conflit israélo-arabe, et non pas israélo-palestinien. Ce sont des guerres conventionnelles entre États. Première guerre israélo-arabe 48-49, guerre des 6 jours 67, guerre de Kippour, peut-être même jusqu'à la guerre de Kipan, du Liban, 1982. Voilà, ce sont des guerres conventionnelles entre États. On sait comment mettre fin à une guerre conventionnelle entre États. On négocie, on fait un cessez-le-feu, on fait les accords de Camp David, ça date, etc. Enfin, voilà, on sait faire, on va dire en tout cas, la diplomate savent faire. Le quatrième acte, il s'ouvre avec l'intifada de 1987, qu'on appelle nous la première intifada. C'est une alternance d'intifada et de négociation dont le pivot, côté palestinien, est l'OLP, de Yasser Arafat puis de Mahmoud Abbas. Et voilà, ça,
c'est les moments peut-être qu'on connaît le mieux. Rien de tout ce que je viens de raconter, là, ces 4 actes ne correspondent à ce qu'on est en train de vivre depuis le 7 octobre. On a basculé dans complètement autre chose, qui a à voir bien sûr avec l'islamisation de la cause palestinienne, qui ne date pas du 7 octobre 2023, mais qui est une tendance qui était disponible et qui est toujours à l'œuvre. On a voilà, une nouvelle séquence où évidemment le pivot, pour l'instant, c'est plus l'OLP, c'est le Hamas. Voilà, je terminerai en disant que voilà, l'historien, évidemment, il éclaire, il essaye de caler les événements dans le temps, il essaye d'éclairer le présent, il essaye d'éclairer aussi un petit peu l'avenir. Et c'est pour ça que moi, je minimise vraiment pas ce qui se passe, le caractère absolument tragique de ce qui se passe, et pas seulement de ce qui s'est passé, mais peut-être de ce qui va se passer. Je le rappelle toujours, 1400 morts civils en Israël, ça correspondrait à 46 000 morts civils aux États-Unis. D'accord. Donc, quand on dit que c'est le 11 septembre, ce n'est pas le 11 septembre, c'est 15 fois le 11 septembre. D'accord. 1400 morts civils en Israël, c'est 14 000 morts en France. Hein. Imaginez si le Bataclan, si le 13 novembre, c'était 14 000 morts et non pas 130. Enfin, c'est juste pour mesurer, en fait, le traumatisme israélien. 400 000 jeunes mobilisés côté israélien, 200 000 civils déplacés en Israël, entre le nord et le sud. 200 000 civils israéliens déplacés, pareil, à l'échelle française, ça correspondrait à 2 millions de déplacés qui dorment dans des gymnases. Hein. Vous voyez ce que ça fait, les quelques 250 déplacés des villages du Nord-Pas-de-Calais. Donc, encore une fois, pour mesurer l'impact du traumatisme sur la population. Du côté palestinien, 10 000 morts, on est pratiquement à un mort pour 200 habitants. Hein. On atteindra sans aucun doute les 20 000 morts, c'est-à-dire 1%. Hein, ça commence à être important, et 1,5 million de déplacés. 1,5 million de déplacés, pour l'instant, dans la bande de Gaza, c'est exactement 2 fois le nombre d'expulsés lors de la Nakba de 1948. Donc, encore une fois, quand on parle de Nakba, c'est pas un mot en l'air. On a en ce moment des événements qui sont d'une violence et d'une brutalité qu'il est difficile même pour l'historien de les caler dans le temps et dans les référents que l'on a. L'avenir, c'est, de mon point de vue, un risque existentiel, j'ai bien dit, pour les deux peuples, une nouvelle Nakba du côté palestinien, une perte totale de légitimité du côté israélien. Et je le répète toujours, là c'est l'historien qui parle, Israël est un des rares États qui a été créé par un vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Et si vous voulez, Poutine peut faire les pires horreurs en Ukraine. Aucun d'entre vous, ni personne en fait dans la rue, ne contestera jamais aux Russes le droit d'être russe en Russie. Jamais. Donc en fait, ce qui est en cause du côté israélien, c'est la légitimité, et la légitimité qui est extrêmement importante pour sa sécurité. Voilà, et donc je termine là-dessus en disant que je pense qu'il faut aussi, en tant que parti politique, ne jamais ironiser sur la diplomatie. Même la diplomatie brouillonne de notre président de la République qui essaye de donner des gages à tout le monde, etc. Mais bon, je parlerai de Biden et de Blinken en particulier. 5 allers-retours de Blinken dans la région. Biden, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de freiner. Et quand on roule vers un précipice, freiner, c'est toujours utile. Même si on ne sait pas dans quelle direction il faut aller après. Voilà. C'est toujours utile de freiner. Il faut juger la diplomatie aussi à ce qu'elle a permis d'éviter. Donc, ne pas ironiser. Les visites de Blinken et de Biden ont déjà évité, on le sait, des catastrophes bien plus graves depuis le 7 octobre. Il y avait des frappes préventives sur le Liban qui étaient programmées. Il y avait, y compris même sans doute, des frappes sur l'Iran qui étaient programmées. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se disent à huis clos. Et je crois aussi que le rôle des responsables politiques, c'est d'essayer d'éviter de nourrir cette petite musique ironique sur la diplomatie, qui est très facile, qu'on peut tous faire, mais qui est en ce moment extrêmement dangereuse, quoi. Voilà, on est dans un moment d'une gravité extrême qui exige de notre part qu'on se dépasse chacun, quoi, qu'on se dépasse, qu'on pense contre nous-mêmes, qu'on soit extrêmement attentif à la forme de nos propos. On n'est pas forcé de raboter le fond de nos convictions, mais il faut être extrêmement attentif sur la forme. Ça, je crois aussi que ça peut être la leçon de l'histoire. Pardon, j'ai été extrêmement long, je crois que j'ai parlé de 10.
7 minutes 18 presque. Merci Vincent pour le regard que vous nous apportez ce soir. Je pense que doit y avoir quelques questions qui vont être remontées par les collègues du bureau du Conseil fédéral. Sûrement, à mon avis, aussi sur, vous l'avez dit, hein, sur la gravité et la tournure du moment et toute la violence aussi qui nous arrive aussi de ce qui se passe et ce qui se déroule chaque jour aussi à Gaza, mais pas que. Vous avez aussi un petit peu évoqué le parallèle avec des pogroms qui pourraient se passer en Cisjordanie, avec des violences aussi qui se déroulent aussi sur ces territoires-là, et avec, donc, comme on le disait en introduction avec Régis, une émotion très très forte aussi du fait de l'enclenchement de ces horreurs au jour le jour. Est-ce qu'il y a des questions? Très peu de questions. Très peu de questions. Ah, si, ça y est, ça arrive en fait. Si Donc, ça arrive. alors, donc il y a plusieurs questions. J'ai essayé voilà. Donc, une question, enfin, deux questions, j'allais dire, donc qui parlent de l'après, un petit peu le scénario pour après. Euh, et puisque des personnes qui nous parlent aussi du webinaire récent, qui nous dit que le conflit était un conflit de décolonisation et quel est le point de vue de Vincent Lemire. Et puis une dernière, si ça rejoint quand même, on parle beaucoup, enfin, trois questions quand même qui sont autour de la colonisation ou l'apartheid entre guillemets. Voilà. Alors, je vais commencer par la fin. Sur colonisation apartheid, moi j'ai une position très claire, hein. Il y a eu une très bonne émission qui est encore en replay, je pense, sur France 5, il y a 2 mois, je crois, début septembre, organisée par Karim Rissouli sur la question de l'apartheid. Donc on était, voilà, on pensait à distance du 7 octobre, hein. On était, je me souviens plus, je crois, le 9 septembre, un truc comme ça. Il y avait moi, Alain Diekhoff, Rima Hassan, une journaliste israélienne dont je viens de dire le nom. Cette question d'apartheid, elle est en train de faire consensus, hein, à la fois chez les juristes, dans les ONG, mais y compris chez les diplomates, hein, Jean-Yves Le Drian, qui n'est pas, voilà, qui est pas d'extrême gauche, vraiment à parler d'un risque imminent d'apartheid, etc. Le risque en fait est plus qu'imminent. Là, on est en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans une situation d'apartheid. J'ai pas le temps de développer, mais voilà, on a deux populations, à, 2 millions et demi un peu plus de 2 millions de Palestiniens en Cisjordanie et 750 000 colons israéliens en Cisjordanie occupés à Jérusalem-Est qui vivent sous deux systèmes juridiques différents. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus en fait, y compris s'ils ont un accident de voiture, les deux ne seront pas soumis au même cadre juridique. S'ils ont un conflit de voisinage, qui peut être très banal, hein, une histoire de clôture, comme vous pouvez en avoir avec votre voisin, en fait, d'un côté de la clôture et de l'autre côté de la clôture, ils n'ont pas la même couverture juridique, ils n'ont pas le même accès au même droit, au même corpus de droit. Donc voilà, donc ça s'appelle un système d'apartheid. C'est un mot qui est assez sensible, mais c'est un terme juridique, hein. C'est un terme juridique en plus d'être une situation historique donnée. Le consensus s'installe, j'allais dire s'installait depuis le 7 octobre. Je pense qu'il est peut-être, voilà, ce terme d'autant plus sensible, mais la situation ne change pas, quoi. Voilà, je rappelle sur la question de la colonisation, hein, juste un chiffre. Les colons évacués de Gaza en 2005, c'est 8000 colons. Aujourd'hui, il y a 750 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, c'est-à-dire facteur 100. Voilà, vous vous souvenez du nombre de policiers et de militaires qu'il a fallu mobiliser? À peu près 24 000, hein, 3 pour 1, pour évacuer les 8 000 colons de Gaza. Donc voilà, c'est ça qui fait évidemment que la situation est a priori insurmontable sur la question de la partition.
Et je me permets, Vincent, de vous relancer sur une question qui a été posée. On demande à l'historien de prévoir ou de se prononcer sur les scénarios pour l'après. Bon, là, on est. Alors, je vous ai dit, qu'il y avait 200 000 déplacés en Israël, dont pratiquement 100 000 du côté nord, du côté du Liban. Là, la grosse. Il y a deux inquiétudes absolument majeures en ce moment. C'est voilà, un déplacement massif de population à Gaza. C'est déjà le cas à l'intérieur de la bande de Gaza, du nord vers le sud, 1,5 million de déplacés sur 2,3 millions d'habitants, mais peut-être pire encore vers l'Égypte, ce que l'Égypte pour l'instant se refuse, ce à quoi l'Égypte se refuse. Mais ça, c'est le risque majeur du côté sud. Le risque majeur du côté nord, c'est un embrasement avec le Liban. On en parle un petit peu moins en ce moment, mais en fait, les choses s'enveniment et empirent de jour en jour. Donc c'est à ça qu'il faut se préparer. Les Israéliens ont conseillé aux populations civiles libanaises d'évacuer jusqu'à Beyrouth quasiment. Voilà, donc là, du côté israélien et du côté libanais, il y a une préparation, il y a de plus en plus de morts tous les jours, il y a de plus en plus, il y a des niveaux de tir qui sont de plus en plus importants. Euh, voilà, donc il faut aussi que vous vous mettiez dans une perspective, et c'est ça qui distingue de ce point de vue-là le 7 octobre d'un attentat, j'allais dire classique, je suis désolé d'utiliser ce terme-là, c'est qu'un attentat, bon, on a y compris Bataclan, etc. Après, une fois qu'on a identifié les tireurs, les tueurs, et qu'on les a neutralisés, l'attentat est terminé, d'accord, on gère, on va dire, le post-trauma. Là, on est dans une situation dynamique, évolutive. C'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles, et que chacun reste, voilà, pour les uns dans le trauma du 7 octobre, ce qui est tout à fait compréhensible, pour les autres dans les milliers de morts, 10 000 morts, 11 000 morts sans doute à Gaza aujourd'hui, dont plus de 60%, plus des deux tiers de femmes et d'enfants. Enfin, et, et en tant que mouvement politique, vous devez métaboliser, élaborer, formuler de façon dynamique en fait pour accompagner non seulement vos adhérents, vos militants, mais en fait la population dans l'accueil, j'allais dire, de ces traumatismes qui ne cessent de se suivre les uns aux autres. Donc c'est très très, c'est ça qui rend les choses très très difficiles. Euh, c'est ça qui fait aussi que je crois qu'il y a une espèce de, il y a une énorme fatigue qui confine parfois pratiquement à la panique chez les gens qui suivent la situation depuis ici et qui n'ont pas beaucoup de repères historiques. Et il n'y a pas de raison, je veux dire, il n'y a pas de raison que tout le monde soit expert du conflit proche-oriental, quoi. C'est pour ça que moi, encore une fois, je fais un effort vraiment extrêmement déterminé pour créer des supports pédagogiques, bande dessinée, podcast en 6 fois 15 minutes, etc., formation pour les enseignants, parce que je pense que tout le monde sent bien qu'on est sur un toboggan et voilà, qu'il n'y a pas de, qu'il y a pas que- qu'on est qu'au début en fait de quelque chose de très très grave. Voilà, je pèse mes mots. Merci. On a une autre question. Vous avez dit que la question de la Nakba se posait avec gravité, là encore. On a une question sur est-ce qu'il y a une alternative à cette nouvelle Nakba. On a aussi une question qui dit, vous avez dit que vous ne croyez plus à la solution de deux États. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la solution d'un État laïque, comme l'expose Rada Karmi, est une hypothèse imaginable aujourd'hui, selon vous? Merci. Alors, alternative à la nouvelle Nakba, oui, bien sûr, encore, enfin, heureusement, c'est à ça que sert la diplomatie. Euh, Vous avez vu les États, l'Égypte, mais y compris les États-Unis, etc. Tout le monde a bien repéré. Enfin, je l'ai dit dès le lendemain, dès le dimanche 8 octobre, sur France Inter le matin. Oui, il y a un plan israélien qui est le plan idéal, en fait, ce serait de faire sortir pratiquement toute la population de Gaza vers l'Égypte. Notez bien que si vous regardez la carte, il y a beaucoup de réfugiés en Jordanie. Les réfugiés palestiniens représentent 60% de la population jordanienne, 80% de la population à Amman. Regardez la Syrie, regardez le Liban, et en fait, très peu de réfugiés en Égypte, en fait. L'Égypte, c'est toujours refusé.
Donc, mais voilà, il y a la communauté internationale, il y a l'Égypte, il y a de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vigilance extrêmement forte là-dessus. Voilà. Par contre, évidemment que c'est inquiétant de voir que ce sont d'abord les populations de Gaza Nord qui sont évacuées vers le sud, parce qu'ensuite, on imagine bien qu'il y a, enfin on le sait d'ailleurs, hein, qu'il y a des infrastructures du Hamas et qu'il y a des rampes de tir de roquettes au sud. Donc, quelle est la phase suivante? La phase suivante, c'est pas de laisser les infrastructures du Hamas du sud et les rampes de roquettes en place. Donc, c'est 1,5 million d'habitants qui ont déjà été déplacés du nord vers le sud. Ils doivent repartir vers le nord, mais il n'y a plus rien. Quand je dis qu'il n'y a plus rien, c'est bon, accessoirement, l'hiver arrive, hein, et il n'est pas toujours. Mais quand je dis qu'il n'y a plus rien, c'est qu'on ne peut pas survivre. Il n'y a pas d'eau potable. Et on parle bien d'1,5 million personnes, on ne parle pas de 15 000 personnes. Donc voilà, c'est là que la communauté internationale, les consciences internationales doivent se mobiliser, mais extrêmement fort pour empêcher ça. Pour empêcher ça, y compris, je le répète, y compris pour ceux qui se considèrent comme des amis et des alliés d'Israël, parce que il se trouve que cet État est un des seuls qui ne peut pas se passer de la légitimité internationale. Donc, s'ils commettent cette nouvelle Nakba, ça aura des conséquences gravissimes et existentielles pour l'existence même de cet État d'Israël. C'est ma conviction. Donc, moi, je dis que tout le monde, absolument tout le monde, peut être uni pour empêcher cette nouvelle expulsion palestinienne. Alors, j'ai dit que je ne croyais plus une solution à deux États, mais je ne suis pas le seul, en fait. Hein. Tout le monde, tous les observateurs le disent. Donc, je répète ce chiffre, hein, 750 000 colons israéliens en Cisjordanie occupée à Jérusalem-Est, versus 8 000 colons à Gaza. Donc, il a fallu 24 000 policiers et militaires pour évacuer les 8 000 colons de Gaza. Alors, faites 750 000 fois 3, hein, s'il faut 3 militaires pour un colon, hein, vous arrivez à 2 millions de militaires. Enfin bref, vous voyez, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas changé le 7 octobre, c'est la situation sur le terrain. Et c'est ce qui se passe en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ça n'a pas changé, en fait, du tout. Et ça a même empiré, puisque effectivement, les colons israéliens sont plutôt dans une tendance voilà, extrêmement agressive depuis le 7 octobre. On compte apparemment plus de 160 morts civils palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, y compris par balles réelles de colons, sachant que les armes sont distribuées très très largement par le ministre Ben-Gvir à la population civile. On le savait aussi avant le 7 octobre, une bonne partie des armes qui arrivent chez les colons ou dans la population civile israélienne, des armes et des munitions, se retrouvent ensuite aux mains des divers mouvements de résistance palestinienne. Hein. Et ça a été pareil, ça a été pareil en Algérie, ça a été pareil partout quand vous distribuez des milliers d'armes et des milliers de munitions, en fait, vous augmentez. Voilà. Donc, l'alternative, effectivement, c'est un État binational. Beaucoup de gens ont écrit depuis le 7 octobre que ben voilà, c'est devenu impossible, au moins c'est la fin de ce scénario absolument délirant, etc. Moi, j'en suis pas absolument certain. En fait, j'en sais pas grand-chose, j'en sais rien. Je rappelle juste un élément historique, c'est que l'État binational fédéral était une des deux options mises au vote de l'ONU en 1947. Hein. Il y avait deux options, un État fédéral binational et une partition territoriale entre un État juif et un État arabe. Et c'est l'option de la partition qui a été finalement mise au vote de l'Assemblée générale. C'est juste, je rappelle juste pour dire que l'État binational fédéral, c'est pas une lubie gauchiste, juive israélienne ou arabe palestinienne des années 2020. En fait, hein, c'est quelque chose qui court depuis longtemps et qui peut prendre des formes extrêmement variées. Hein. On peut vivre sur le même territoire tout en payant ses impôts à un État ou à un autre, qui finance telle ou telle école arabophone ou hébréophone. On peut encore, là, pour le coup, le modèle européen, et je pense que Europe Écologie Les Verts, de ce point de vue-là, vous avez des choses à dire. Les modèles européens, on le sait bien, hein, sont des sources d'inspiration très très fortes pour les militants. Il n'y a pas de modèle, hein, il n'y a pas le modèle de deux États et le modèle d'un État, en fait. Hein, il y a plein de propositions en ce moment. One homeland, two states. Enfin, il y a énormément en ce moment
de réflexion en Israël et en Palestine autour de ces questions-là. Et vous devez savoir, il faudrait peut-être dire de temps en temps, puisque c'est pas mal de parler de l'Europe autrement que pour lui cogner dessus, que pour tout cela, l'horizon européen, le paradigme européen est une véritable source d'inspiration.